m'appelle Manon, je suis en train de finir mes études d'architecture que j'ai fait à l'école de Rennes et là je suis en stage à Nice pour obtenir mon diplôme. Ma définition du féminisme, ce serait de prôner l'égalité entre les genres et de lutter pour, parce que selon moi c'est pas encore vraiment gagné. Je me qualifie complètement de féministe parce que justement pour moi, le féminisme c'est les personnes qui osent dénoncer le sexisme de la société et qui comprennent que ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe depuis toujours, c'est que les femmes sont le genre qui a été oppressé et que c'est donc une lutte des femmes pour atteindre l'égalité avec les hommes et enfin moi j'ai un peu de mal avec ce côté binaire du coup avec tous les genres parce qu'il n'y en a pas que deux. Et donc, ouais, complètement, dire féministe, pour moi, c'est pas du tout un gros mot. Et au contraire, j'essaie d'expliquer aux gens que féministe, c'est le bon mot pour dire qu'on veut l'égalité. C'est pas égalitariste, humaniste ou je ne sais quoi, c'est féministe. Honnêtement, je pense que j'ai toujours eu le caractère, on va dire, féministe, dans le sens où j'ai toujours été, même je me souviens petite et tout, à toujours vouloir dire que moi aussi, je pouvais faire les trucs que faisaient les garçons. Je pense que j'ai très vite compris toutes ces choses-là, et notamment, je pense que j'ai eu beaucoup de modèles féminins assez forts dans ma vie. Ma mère, c'est une femme avec beaucoup de caractère, qui se laisse pas faire. J'ai une grande sœur qui est très féministe. J'ai pas connu mes grands-pères, j'ai connu que deux grands-mères, pareil, des femmes très indépendantes. Et du coup, je pense que depuis toujours, j'ai eu ce rapport-là du côté, je suis une fille et je peux faire tout ce que ferait un garçon. Et après, je pense que j'ai commencé vraiment à dire que j'étais féministe et à en parler, peut-être au lycée, et voir, je pense, après début d'études sup, donc l'école d'archi, là, ça a été vraiment, je pense, le déclic un peu de vraiment ouais, le dire haut et fort parce que c'était un truc important pour moi, quoi. J'ai commencé à me rendre compte que ça faisait vraiment partie de ma vie au quotidien. Je sais pas trop. Je pense que Instagram, pour moi, ça a été le média qui m'a permis de vraiment prendre conscience de l'ampleur du féminisme. Parce que je pense que c'était déjà clair dans ma tête sur pas mal de petites choses. Mais du coup, en fait, je trouve que ça a été un média génial et que ça a permis une explosion pour moi dans le féminisme parce qu'il y a des centaines de pages Instagram géniales qui éduquent sur le féminisme, qui parlent de plein de thèmes sur, je sais pas, la libération des femmes, la sexualité, le rapport au harcèlement, plein de choses. Et du coup, je pense que grâce à Instagram, ça m'a permis de poser peut-être plus de mots sur les choses, sur ce que moi je ressentais, sur la manière de répondre aux gens, et puis aussi du coup s'éduquer vachement soi, comprendre des choses pour ensuite pouvoir le dire aux personnes autour. Donc je pense que ça a créé plus ou moins un déclic parce que du coup tu te rends compte que t'es pas la seule à penser comme ça et qu'il y a plein de personnes qui luttent autour de toi et ça donne envie de lutter avec, quoi. Mais si, des fois, moi, ça m'arrive presque. Enfin, c'est assez connu, justement, chez les militants sur Instagram, le burn-out militant, en fait. Parce que les personnes qui tiennent un compte Instagram parlent de féminisme. C'est à répondre à des centaines de messages par jour, c'est se faire insulter tout le temps, c'est devoir créer du contenu, créer des stories, créer plein de choses. Et donc, du coup, déjà, eux-mêmes parlent de burn-out. Donc, des fois, quand tu vois des stories de ces personnes-là qui disent que c'est le trop, tu ressens aussi le trop. Et puis, des fois, en fait, tu as 10 comptes Instagram qui vont parler de la même chose, quelque chose dans les médias qui vient d'arriver, une actualité. Et du coup, c'est pas juste t'en entends parler vite fait, c'est tu vois 10 stories à suivre là-dessus et qui te donnent plein d'arguments, qui te donnent plein de preuves. Et ouais, des fois, c'est trop. Des fois, presque, je ferme Instagram, mais ça n'a pas été un moment de repos. Ça a été un moment où j'en sors et je suis énervée et j'ai envie de tout casser parce que, en fait, j'ai eu presque trop d'informations et c'est bien. Ça me donne vraiment les bons arguments, mais c'est vrai que, ouais, des fois, c'est trop, en fait. Celui que j'adore par-dessus tout, c'est Préparez-vous pour la bagarre, qui est trop bien, qui est une fille en fait qui cherche tout le sexisme dans les médias. Et des fois, elle remonte à des émissions des années 90, des fois, c'est ce qui se passe dans un journal, machin. C'est génial. Après, il y a le compte un peu basique, entre guillemets, les plus connus, celui de Nous Toutes, pour les manifestations, qui permet aussi d'avoir des liens vers des formations. Celui des collages, les collages féminicides, ça qui est quand même super cool. Pépites sexistes, mécréantes. Et ouais, Préparez-vous pour la bagarre, c'est un des meilleurs. Du coup, nous toutes, t'as déjà suivi des formations? J'ai pas suivi encore les formations, non, j'aimerais bien. J'ai une copine qui l'a fait et qui a beaucoup aimé. Après, par contre, j'ai fait ce que j'avais adoré faire, c'était la marche du 17 novembre. Du coup, j'en ai fait qu'une.
celle de 2019, du coup, l'année dernière. Et j'avais trouvé ça incroyable. Du coup, je l'avais fait à Rennes. Et en fait, ça m'avait donné une joie, mais je trouve incroyable parce que de voir autant de personnes rassemblées pour la même cause et pour la cause du coup féministe. Et c'était des gens de tous les âges, de toutes les origines. Il y avait des hommes, je trouvais ça génial. Au final, il y en a quand même beaucoup. Et je sais pas, il y avait une énergie incroyable dans cette manifestation que j'ai trouvée mais folle. Et du coup, je voudrais la refaire forcément. Du coup, cette année, ça pourra pas la même ampleur que les autres années. Oui. Mais non, sinon, j'ai pas encore fait les formations. C'était manif nationale, chacun pouvait aller dans sa ville. C'est tous les 17 novembre, mais en fait, si je me trompe pas, ça fait beaucoup d'années que ça a lieu. Et en fait, en 2019, ça a été particulièrement fort parce que c'était le début du comptage des féminicides par nous toutes. Ça a créé une vraie émoi autour de ça. Et du coup, moi, forcément, j'en ai entendu parler par Instagram. Mais voilà, il y a des gens, je pense, qu'on entendait parler par rapport à peut-être à la télé, dans les journaux. C'était un rassemblement sur la place de la République et moi, je suis arrivée, il y avait du monde partout et en fait, donc on avait écrit des petites pancartes. Et en fait, voilà, c'est un gros cortège qui marche pendant peut-être 1 heure. Ce que j'ai adoré, c'est qu'il y avait des chants qui faisaient que ça créait l'effet de groupe où tout le monde crie ensemble des mêmes paroles et des trucs assez forts. Et il y avait des fumigènes, il y avait des choses un peu, c'était hyper festif en fait. Il y a eu des moments aussi de discours assez émouvants d'une femme qui racontait les violences qu'elle avait subies. Il y avait vraiment une émotion forte de tout le monde qui disait genre stop quoi. Stop pour faire quelque chose. Honnêtement, moi je trouve que le féminisme, c'est pas tellement. Enfin, j'ai pas envie de dire que je le pratique d'une certaine manière parce que c'est pas c'est pas mon hobby, genre c'est pas comme aller au ciné ou je sais pas quoi. Pour moi, ça fait partie de ma vie tous les jours, tout le temps. Mais je pense que la manière dont je le pratique, si on peut dire le plus, c'est vraiment en essayant d'en parler le plus possible autour de moi. En fait, c'est vrai que j'essaie de tout le temps mettre le sujet sur la table, que ce soit avec les gens avec qui je travaille, avec qui je bosse, avec qui je vis, dans ma famille. Je lance des débats tout le temps, parce qu'en fait, je trouve ça hyper important d'en parler et de ne pas laisser des sujets de côté, d'essayer de tout le temps faire comprendre aux gens des choses aussi. Parfois, voilà, il y a un sujet qui sort et puis les gens, ils sont pas au courant ils n'ont pas les bons chiffres, ils n'ont pas eu les bonnes infos. Donc, je trouve ça hyper important, de m'éduquer moi-même, d'essayer de comprendre par moi-même et d'avoir les bonnes infos pour ensuite pouvoir les donner aux gens. Je pense dans ma manière de vivre, il y a beaucoup de choses où en fait j'essaie de me priver des choses dont on me priverait normalement en tant que femme. C'est au quotidien, je trouve, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit. Bah oui, franchement, presque, j'ai envie de dire presque 1 fois sur 2, ça se finit en débat un peu houleux, quoi. Je sais qu'au bureau, par exemple, je suis quand même avec des architectes assez jeunes, ouverts d'esprit, mais par contre, voilà, je vais lancer un sujet et tout le monde va finir par s'échauffer et s'énerver parce qu'ils n'ont pas le même avis. Mais ce qui, des fois, moi, parfois me bloque un peu et peut m'énerver, c'est que je trouve qu'on demande beaucoup aux féministes de s'expliquer sur tout et d'expliquer tout, tout le temps. Et les gens, en fait, ne font pas forcément eux-mêmes le premier pas d'aller s'éduquer et d'aller lire d'eux-mêmes. Et en fait, des fois, je me retrouve à débattre avec des gens et je me rends compte qu'ils n'ont absolument aucune idée de ce dont ils parlent et qu'en fait, je débat alors que moi, j'ai plein d'informations que eux, visiblement, n'ont pas du tout. Donc, c'est vrai que des fois, c'est pour ça aussi, je pense que ça part en débat houleux. Mais ouais, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé d'avoir l'impression de gâcher un repas de Noël parce qu'avec ma sœur, on a commencé à parler d'un thème féministe et que c'est parti en cacahuète. Ouais, ça arrive assez souvent. Changer, je sais pas, mais j'ai l'impression que ouais, j'ai quand même réussi à intégrer des idées chez des gens et peut-être à les faire réfléchir. Et notamment, je pense aux mecs dans ma vie, que ce soit, je veux dire, par exemple, là, je vis en coloc avec des garçons, mes amis, ou des garçons avec qui j'ai eu des relations, de parler de ça et de faire petit à petit, quoi. Je veux dire, par exemple, un truc tout bête, mais j'ai ça en tête, le fameux côté de galanterie. C'est qu'il y a encore des gars qui vont te dire ah mais ça va te faire plaisir si je te paye le resto, si je te tiens la porte. Et moi je leur explique que non, ça n'a pas de sens, que c'est pas de la politesse, c'est la politesse qu'envers les femmes, donc il n'y a pas trop de sens. Et du coup rien que ça, le fait de dire à quelqu'un non, non c'est moi qui vais payer le resto et le faire plusieurs fois, ou voilà, en fait c'est tout bête, mais après peut-être que ouais il le fait plus et se dire en fait pourquoi est-ce que je le faisais, est-ce que c'est vraiment bien de le faire. Des fois, il y a des débats qui sont pas non plus hyper houleux et c'est des conversations. Et je sais que j'apprends des choses aux garçons en général, surtout autour de moi. Et je pense qu'après, ça les fait réfléchir. Et c'est cool quand ils disent que ah ouais, je savais pas, ça c'est intéressant. Ah oui, je m'étais pas rendu compte que c'était comme ça. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pas du tout essayer de faire changer la personne d'avis. C'est pas ça. C'est expliquer des choses aux gens, des choses qu'ils ne savent pas.
Et du coup, en général, ils ont un avis très tranché. Mais d'un coup, quand on leur donne des nouvelles informations, les gens, ils sont pas bêtes. Ils peuvent faire évoluer leur avis parce que voilà, ils avaient juste pas toutes les cartes en main pour comprendre ce qui se passe. À la fois, c'est quelque chose qui me donne beaucoup de force, je pense, que c'est vraiment un truc qui me porte au quotidien, où quand je me dis, ouais, je suis féministe, je débat avec les gens, et j'essaie de leur prouver des choses, ça me donne de la force. Mais des fois, je pense que c'est un peu dur aussi, parce que tu as l'impression que c'est une lutte permanente. Tu peux être très triste quand, en fait, il y a une loi qui passe ou quelque chose qui te renlève des droits, notamment, je sais pas, les droits pour l'avortement, ce genre de choses. Et des fois, ça peut être très déprimant, parce qu'en fait, c'est une lutte pour nous, pour notre quotidien et pour les générations futures. Et je pense qu'il y a des gens qui comprennent pas l'ampleur en fait des problèmes et l'ampleur de la lutte. Et du coup, je pense que quand on s'y met à fond, des fois, c'est un peu dur. Et après, je me dis qu'en plus, moi, je tiens pas forcément, voilà, une association, un compte, quoi que ce soit, mais que ça peut quand même t'atteindre, quoi. Et ouais, et c'est de la fatigue de ce que je disais, toujours devoir expliquer. Des fois, c'est vrai que en fait, moi, je m'énerve parce que, ouais, il y a ce côté où voilà, tout le monde se permet de juger et de critiquer beaucoup le féminisme sans en savoir beaucoup et vraiment te demande tout le temps beaucoup de comptes à rendre. Et là-dessus, ouais, ça peut être un peu fatigant. Mais sinon, honnêtement, pour moi, c'est plus une force qu'autre chose. Honnêtement, ouais, je pense que c'est une évolution continuelle et je pense que ça m'a changé dans ma manière d'être une femme un peu. Genre, j'ai appris beaucoup de choses. Je crois que ça m'a aidée dans mon évolution parce que voilà, les années après le lycée, c'est le moment un peu où je pense vraiment on commence à vraiment s'assumer, à comprendre qui on est, à découvrir un peu son style, à vraiment définir ce qu'on va faire dans sa vie. Et moi, je pense que ouais, ça m'a aidée sur des choses toutes bêtes des fois, mais sur ton style. Par exemple, le fait que j'ai pu me couper les cheveux courts, je sais que je pense que sans avoir été féministe, peut-être que j'aurais pas sauté le pas, alors que ça faisait très longtemps que je voulais le faire. C'est un peu un cliché en plus des fois de la féministe aux cheveux courts, alors que moi c'est juste un truc qui me plaisait depuis très longtemps. Et où en fait je pense que là le féminisme qui m'a permis de comprendre c'est est-ce que je le fais pas parce que j'en ai pas envie ou est-ce que je le fais pas par peur du regard des autres, par peur de ce qu'on peut dire de toi quand tu es une femme aux cheveux courts. Donc il y a eu un moment où je me suis dit mais en fait faut que j'arrête de pas faire des choses parce que la société me dit pas le faire et au contraire faut que j'arrête de faire des choses parce que la société me dit de le faire. Donc ouais, la manière de s'habiller, de se maquiller tous les jours ou non, je pense que ça touche à plein de choses et je pense que moi c'est surtout là-dessus ouais, que ça m'a aidée et que j'ai l'impression que de toute façon c'est même pas qu'une impression, c'est que si j'étais pas féministe je serais pas du tout la même femme et je me sentirais pas aussi libre, aussi libérée. Ah ouais, moi je sais que complètement, enfin, je crois que j'ai commencé à mettre genre du crayon noir, du mascara quand j'avais 14 ans. Et je pense vraiment que de mes 14 ans à mes, allez, du coup, genre 21, je me suis maquillée les yeux au moins, c'était juste les yeux tous les jours. Et en fait, j'avais l'impression que si je le faisais pas, vraiment, j'étais pas jolie et j'avais l'air pas réveillée et je me plaisais pas en fait. Mais je pense je me plaisais pas juste parce que ouais, j'avais vraiment cette impression qu'il fallait le faire et que si j'étais pas maquillée, c'est que je prenais pas soin de moi ou quoi. Et je me souviens vraiment de trucs genre au lycée, on avait des cours de piscine et je me disais mais ça veut dire qu'il faut que j'y aille, j'aurais rien mis du tout parce que si je mets du mascara, il va couler, ils vont voir en gros ma tête sans maquillage, catastrophe quoi. Alors que je me dis mais comment est-ce que c'était possible que ça soit aussi important? Moi, les soutiens-gorge, pareil. Donc, ça, c'est un truc qui prend un peu plus de temps parce qu'on n'est vraiment pas habitué, je pense, à voir des seins. Tout simplement, on aime bien, ça gêne personne de voir des poitrines complètement bombées, complètement rondes, qui a pas du tout la forme naturelle. Et par contre, tu vois une petite forme, genre en poire d'un vrai sein. Et ça y est, tout le monde est complètement paniqué. C'est assez terrible, quoi. Et donc là, j'avoue, ouais, depuis un an, je crois, j'essaie d'en porter que quand je veux. Mais j'avoue, je fais encore en fonction des vêtements quand même. Il y en a certains que je me dis non, là, je peux pas. Puis en fonction des personnes que tu vas voir autour aussi. C'est pas la même chose si tu vas au boulot ou si tu vas à une soirée. Donc ça, le maquillage, le style vestimentaire aussi. Genre, avant, je portais beaucoup de talons tout le temps et je pense que maintenant, je le fais quand moi, j'en ai envie. Et en ce moment, par exemple, j'en porte pas du tout. Ou ouais, le côté où je m'habille maintenant beaucoup en fripe et si c'est un truc de... Ça m'arrive d'acheter des vêtements de garçon mais que je trouve stylés et voilà, d'essayer de sortir un peu du côté il faut que je suive la mode et il faut que j'achète des vêtements de fille et tout. Mais après, ça, je pense que c'est aussi une mode que tout le monde a un peu en ce moment aussi, le côté mélanger un peu les genres. Honnêtement, je dirais juste, à part les débats houleux, quoi, où
Notamment ceux en famille, quand même, qui des fois peuvent être assez durs quand tu te rends compte un peu de ce que tes parents peuvent penser d'un certain sujet ou quoi. C'est vrai que des fois, c'est un peu dur, mais sinon, à part ça, honnêtement, non, je crois pas. Ce que je pense qui a pu quand même pas mal changer, c'est le côté où moi je suis de la campagne, d'un petit village, et le côté arrivé en études sup, où du coup tu arrives en ville, le harcèlement de rue il est complètement différent, il est beaucoup plus présent et en fait tu le découvres. Et ouais, je pense que moi ça m'a un peu quand même bien énervée et ouais, c'est vrai que tu t'en prends tout le temps et du coup c'est un truc qui justement te rabâche au quotidien un peu ta condition de femme dans l'espace public. Et ouais, je pense que ça pour moi ça a pu ça a pu me donner encore plus d'énergie pour me dire qu'il fallait faire quelque chose quoi. Je pense que le harcèlement de rue qui en plus a commencé assez tôt entre guillemets, enfin je me souviens même d'avoir ouais 15-16 ans en vacances avec mes parents et que d'un coup il y a un mec qui te dit un truc alors que t'es à côté de tes parents et déjà là du coup ouais ça te fait réfléchir un peu, tu te dis mais ça c'est normal ou pas. Et après ouais quand t'es toute seule bah, du coup à Rennes, c'est vrai que moi j'en ai quand même pas mal vécu, il y en a eu des un peu plus certains plus virulents que d'autres et c'est vrai que moi j'ai un peu la tendance du coup à répondre, à m'énerver parfois à m'énerver beaucoup et du coup ouais ça peut être un peu un truc qui m'a fait un déclic. Des fois, je réponds rien, des fois, je passe, voilà. Et des fois, je pète un câble. C'est-à-dire que si c'est un jour où je suis pas de bonne humeur, je crois que la pire fois, ça a été une fois où je rentrais de nuit. Je crois que c'était l'année dernière, ouais, l'année dernière, je crois, à Rennes. J'étais toute seule de nuit en train de marcher et j'entends qu'il y a une voiture qui s'arrête à mon niveau et 3 mecs dedans et qui me disent un truc du genre bah, mademoiselle, on marche toute seule la nuit. Et là, je sais pas, j'ai pété un câble. J'étais toute seule en plus, donc du coup, des gens vont te dire que c'est dangereux de répondre. Et moi, j'ai commencé à hurler. J'ai fait bah oui, je suis toute seule la nuit. Qu'est-ce que tu crois? Et tu crois que c'est normal de venir parler à une fille qui est toute seule la nuit? C'est n'importe quoi, machin. Et je hurlais dans la rue. Et du coup, là, ils ont commencé à me dire, ouais, salope, je sais pas quoi. Du coup, ça m'a encore plus énervé. J'ai commencé à leur faire des doigts d'honneur, à genre, c'est n'importe quoi. Je pense que si quelqu'un m'a vu, des gens vont se dire elle est complètement folle. Mais en fait, c'est le côté. Justement, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on nous reproche dans ces cas-là de folle et d'hystérique de se mettre à hurler. Mais parce que pour moi, c'est pas normal en fait. C'est juste pas normal que tu viennes me parler à ce moment-là. Tu sais, surtout dans cette situation-là, ils savaient que c'était un moment où j'allais sûrement avoir peur, où j'étais pas en sécurité, où du coup ils prenaient le dessus sur moi parce que c'est ça en fait le harcèlement de rue. Et du coup, en fait, moi, il y a beaucoup de femmes qui vont avoir le réflexe de se cacher, et parce que bah, c'est normal, hein, c'est la survie. Et moi, j'ai le côté où des fois, ça part en... Non, c'est explosion, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas envie de les laisser partir avec l'idée qu'ils ont eu le pouvoir, qu'ils ont pu s'amuser en fait. Et donc là, je pense que ça les a presque saoulés. Et du coup, tant mieux en fait. Moi, j'étais hyper énervée après et j'ai mis du temps à redescendre. Ça m'est arrivé beaucoup de fois de m'énerver. Et soit des fois, je m'énerve, mais calmement, entre guillemets. Et j'essaie de commencer un peu un dialogue. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Tu crois que c'est normal? Je suis dans la rue. C'est pas normal de venir me parler maintenant et de me dire ce que tu viens de me dire. Ou alors, voilà, je fais des fucks. T'as jamais eu d'emmerde après? Ben non, j'ai un peu de la chance entre guillemets, même si c'est pas de la chance. C'est pour ça que beaucoup de femmes ne le font pas parce qu'elles ont peur de la violence après. Mais non, il y a eu la fois où je me suis fait un peu peur. J'étais avec une amie et il y a des gars qui sont venus nous voir et tout enfin qui ont changé de trottoir exprès pour être en face de nous. Et il y en a un qui a attrapé mon amie et commencé à l'amener contre une voiture. Et du coup, moi, je l'ai attrapé par les épaules fort et je l'ai lancé un peu. Et en fait, ça a fait tomber son téléphone. Et le moment où son téléphone est tombé par terre, je crois que ça a été 2 secondes de blanc, en fait, où je me suis dit, là, s'il le prend mal, c'est mort, quoi. Genre, il s'énerve, il nous fout des claques. Ou bien pire, parce qu'en plus, ils étaient 3 ou 4, je crois. Mais je crois qu'ils étaient juste bourrés, donc en fait, ils n'ont pas trop compris ce qui s'était passé, et on est vite parti. Mais ouais, non, du coup, j'ai eu de la chance, mais par exemple, ce moment-là, t'as quand même la peur pendant 2 secondes de est-ce qu'il va me frapper? Et c'est terrible, quoi, de se dire, que les deux, on était avec ma pote vraiment en mode t'es terrifié alors que t'es dans l'espace public, t'es dans la rue et tu peux être terrifié à cause d'hommes qui ont cru que c'était leur espace et qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec toi, quoi. Surtout qu'à ce moment-là, tu sais que s'il réagit, bah, c'est toi qui as perdu, quoi.
Bah, c'est ça, c'est que moi j'ai beau faire de la boxe, je pense pas que face à 3 mecs, dont un qui fait 2 mètres, je vais vraiment, faire quoi que ce soit. Enfin, je peux, hein, je veux dire, surtout que je pense que je pourrais être virulente. Mais voilà, des fois, la situation fait que non, tu sais que ça va être contre toi et ouais, en fait, c'est pour ça que je dis que je prends des risques parce qu'en fait, quand je réponds, je sais que ça peut m'arriver, mais j'ai tellement pas envie de me dire que du coup, je vais pas répondre parce qu'il y a cette peur. J'ai pas envie, en fait, de juste me dire, «Oh bah, du coup, je vais me cacher», en fait. Moi, c'est pas possible. Je ne critique absolument pas les femmes qui le font parce que pour moi, chacune a sa réponse sur le moment et à sa réaction naturelle. Et il n'y a absolument pas de problème à rien dire et à partir vite. Mais moi, j'ai pas envie de réagir comme ça. Ce que je trouve important aussi, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont le fameux débat enfin, qui du coup pour moi n'est pas un débat. Oui, mais dans ces cas-là, on peut plus draguer dans la rue. Et moi, cette phrase, elle me sort par les oreilles parce que qui a vraiment rencontré l'amour de sa vie? À quel moment on drague dans la rue et à quel moment c'est vraiment ça? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est ça qui se passe? Que le mec, il a un coup de cœur et qui se dit, elle, c'est la femme de ma vie? Non, c'est pas ça du tout. C'est juste un plaisir un peu inné, même intériorisé. Je veux dire, on va pas me dire non plus que tous les mecs qui harcèlent, je veux dire, c'est des mecs qui ont réfléchi avant et tout. C'est pas ça, c'est un pouvoir qu'ils savent qu'ils ont compris qu'ils avaient en grandissant, voilà, d'être dans la rue. Il y a des femmes, les femmes, on peut leur parler, on peut les alpaguer parce que moi je suis un homme, je suis au-dessus, et si j'ai envie de lui dire qu'elle est belle, bah, je lui dis qu'elle est belle. Sauf qu'en fait, non, c'est pas de la drague, c'est une domination dans l'espace public. Et c'est quelque chose qui est pas. Parce qu'en fait, moi j'en vois tout le temps des mecs qui me plaisent dans la rue, des filles que je trouve jolies, bah, je vais pas aller leur crier des trucs pour leur dire que je les trouve beaux. Bah, ça me paraît pas logique en fait. Je les trouve beaux, très bien, bah, c'est moi, c'est mon avis, voilà. Mais si vraiment tu as un coup de cœur, en vrai, ça m'est déjà arrivé de un gars qui arrive et qui te tape sur l'épaule, qui te dit je suis désolée, je t'ai vu passer, je te trouve très jolie, est-ce que je pourrais avoir ton numéro? Ça, j'ai presque envie de dire pourquoi pas, et encore, pour moi, c'est pas normal, dans la rue, c'est pas l'endroit pour le faire, mais voilà. Mais c'est que c'est tellement rare en fait. Si c'est une fois sur 1000, du coup, il n'y a pas de drague dans la rue, c'est pas un vrai truc, et il faut arrêter de dire ah, mais dans ces cas-là, on n'a plus le droit de draguer dans la rue. Alors, ce que je trouve assez drôle, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand ils savent que je suis partie en Amérique du Sud, qui vont avoir le cliché de ah, mais du coup, là-bas, les latinos, hyper macho, non? Et du coup, moi, je trouve que non. Ben, mon expérience, en tout cas, non. Et d'ailleurs, je trouve ça assez hypocrite de faire croire que en Amérique du Sud, les mecs seraient machos, comme si chez nous, pas du tout, et qu'ils étaient tous très féministes, et les femmes d'ailleurs, enfin, les femmes aussi d'ailleurs. Après, moi, j'avoue que j'ai vécu dans une ville particulière qui est donc Valparaiso au Chili, et qui est une ville très bohème, et qui est une ville où en fait presque vont venir les gens qui se sentent un peu exclus. Ce qui fait qu'en fait, ça crée une communauté mais incroyable, et où au fait, au contraire, moi, ça m'a permis j'ai jamais rencontré autant ouverte d'esprit sur tous les thèmes de genre, orientation sexuelle, etc. Donc voilà, j'ai eu des amis, forcément, je veux dire, homosexuels, bisexuels, pansexuels, mais j'ai aussi rencontré, je pense pour la première fois, des personnes non binaires et transsexuelles, enfin transgenres, pardon. Et du coup, c'était hyper agréable parce qu'au final, au contraire, j'ai eu l'impression qu'il y avait une liberté là-bas incroyable. Ouais, j'ai pas du tout senti de traitement machiste. Même à l'école d'archi, là-bas, il y avait beaucoup de filles, comme en France, et toutes très ouvertes d'esprit. Genre, une en particulier, pareil, très militante féministe. Le Chili, c'est quand même un pays très développé, en tout cas pour l'Amérique du Sud, qui se rapproche vraiment de l'Europe. Donc, en fait, il n'y a pas du tout ce cliché qu'on pourrait avoir de ah, là-bas, les femmes, elles sont encore à la maison, et je sais pas quoi. Au contraire, les nouvelles générations, ils sont très ouverts d'esprit, et peut-être presque plus que nous, en tout cas, sur plein de thèmes comme ça. Donc ouais, non. Et même, j'avais presque l'impression de moins subir de harcèlement de rue. Donc au final, c'est presque le contraire, quoi. Le Chili, c'est hyper militant. On aime bien dire que la France, c'est le pays des grèves, mais le Chili, c'est pire que ça. C'est-à-dire que c'est des grèves non-stop. C'est-à-dire que, de toute façon, tous les étudiants, il y en a très peu qui ont connu une année de cours entière sans interruption par une grève. C'est-à-dire que c'est des grèves tout le temps, des grèves, des grèves. Et il y a des manifestations féministes dans la rue. Moi, j'en ai fait une qui était assez petite, mais qui était quand même assez cool. Et en fait, il y en a tout le temps. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui ne va pas, ils vont dans la rue. Et il y a eu une grosse révolution politique il y a un an de ça, qui a mené à aujourd'hui un référendum qui va faire changer la constitution du pays. Donc c'est quand même assez cool. Et du coup, ouais, en fait, en étant là-bas, tu te dis que c'est des gens qui manifestent tout le temps. Et aussi, par rapport au féminisme, il y a un groupe qui s'appelle l'Asthésis. Et en fait, c'est eux qui ont créé une chorégraphie qui a été reprise dans le monde entier l'année dernière, qui est celle de C'est toi le violeur. Et c'est cette espèce de chorégraphie où les femmes, elles ont les yeux bandés et elles marchent sur place, et il y a une sorte de chant avec, donc qui a commencé vraiment à Valparaiso.
qui a été repris dans le Chili et en fait après qui a été repris dans le monde entier, c'est-à-dire qu'en France aussi, enfin partout, à Rennes il y en a eu, je veux dire vraiment ça a été un raz-de-marée et c'était un peu plus ou moins je crois au moment du 17 novembre dont on parlait avant, la marche contre les violences, etc. Et en fait j'ai trouvé ça génial parce que du coup c'est parti de Valparaiso parce que c'est une ville où il y a beaucoup d'émulsions là-dessus, il y a beaucoup de gens qui créent et là c'était un truc complètement artistique en fait, une chorégraphie et avec un texte fort et déjà rien qu'au Chili ça a été repris. La chorégraphie, quand elle a été faite à Santiago, donc la capitale, mais c'était bondé de femmes, toutes côte à côte avec les yeux bandés en train d'hurler ces mots, et les mots sont très forts. Enfin, rien que le violeur, c'est toi, en pointant le doigt, et du coup en pointant n'importe qui est en face, quoi. Enfin, moi, ça me donne des frissons de les revoir à chaque fois, et ouais, du coup, ça a été fait là-bas. C'est toi, c'est la police. C'est la justice. Le violeur, c'est toi. El violador eres tú. El violador eres tú. Et ouais, ils sont très virulents aussi au Chili. C'est ça qui m'a peut-être bien plu là-bas. Ça te colle bien là, ça te correspond bien. En livre, il y a Marie Laguerre qui est une étudiante qui est passée à l'école d'archi de Rennes, qui était en école d'ingé, double cursus architecture, et qui s'est fait frapper dans la rue, lors d'un harcèlement de rue, et qui a été très vite très médiatisée, etc., et qui a écrit un livre qui s'appelle du coup « Rebellez-vous », qui est très très cool, voilà, que j'ai lu et que je trouve très bien, qui est très accessible à tout le monde, justement peut-être pour ceux qui commencent un peu, qui se posent des questions sur le féminisme. Ou j'aime bien aussi, j'ai lu le manuel d'activisme féministe de Clit Révolution. Et Clit Révolution, c'est un petit groupuscule monté par deux anciennes fémènes qui sont trop cool. Donc on écrit ce livre qui est trop bien, qui donne plein de petites astuces, plein d'exemples de ce qui peut se faire dans la manifestation au quotidien et tout, et dans la lutte. Et elles ont aussi une série qui est disponible sur France TV, un truc comme ça, de plein de petits épisodes, pareil, ça s'appelle Clit Révolution. Et ça parle de plein de trucs trop cool de féminisme. Un film qui est trop bien aussi, je trouve que tout le monde devrait voir, qui est assez pareil, facile à voir et qui est rigolo, qui s'appelle Je ne suis pas un homme facile. C'est sur Netflix. Et ce film, il est génial. C'est un film qui imagine si notre monde, c'était pas une patriarchie, mais une matriarchie. Bonjour, sexy. Pourquoi je vous dis qu'il y a un pépin? Je me suis réveillé un beau matin dans une société aberrante. Je suis dans un univers parallèle. Ah ouais, il y a une série, une mini-série sur YouTube comme ça, et où tu suis un mec en fait qui bosse dans une boîte qui est dirigée par des femmes Et sinon aussi dans les podcasts, il y en a un que j'ai commencé à écouter qui est trop cool et que du coup qui peut être conseillé aux mecs de nos entourages, qui s'appelle Les couilles sur la table. Et en fait, ça parle du féminisme mais par le prisme de la masculinité. Et du coup, c'est hyper cool parce que je trouve que ça, c'est un angle hyper intéressant du féminisme, du fait de dire qu'il faut aussi que les hommes prennent la parole et parlent de pourquoi est-ce que le patriarcat, c'est aussi mauvais pour eux dans leur vie de tous les jours. Et du coup, ça, ce podcast, il en parle complètement, ça traite de ça. C'est trop bien. Très bien, merci de ta participation. De rien, ça m'a fait plaisir, c'est un très beau projet que tu lances, très cool. Merci. Bon.